RCF Notre-Dame. M comme midi, l'invité. À l'occasion de la journée mondiale de l'asthme, c'est aujourd'hui, les experts du réseau Chrysalis F tirent la sonnette d'alarme. Malgré des avancées majeures ces dernières années, cette maladie chronique reste encore sous-estimée et insuffisamment prise en charge en France, avec près de 900 décès chaque année. L'enjeu est aujourd'hui de mieux former, d'accompagner les professionnels de santé, d'améliorer également la prévention et de garantir une prise en charge plus homogène sur l'ensemble du territoire. Pour en parler avec nous, professeur Gilles Devoissou, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef du service pneumologie des Hospices civils de Lyon à l'hôpital de la Croix-Rousse et vous êtes coordinateur du réseau Chrysalis. Rappelez-nous aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que l'asthme ? L'asthme est une maladie inflammatoire des bronches extrêmement répandue. En France, on considère qu'il y a plus de 4 millions de patients asthmatiques. C'est une maladie qui a la réputation d'être assez anodine. En fait, il ne faut pas la négliger. C'est une maladie respiratoire qui est, comme vous l'avez dit, associée à un certain nombre de décès, mais surtout à un certain nombre de patients avec un fort handicap respiratoire, des symptômes extrêmement gênants, la nuit, le jour, et qui leur pourrissent la vie, on peut dire ça comme ça. Pourquoi c'est un problème aujourd'hui de considérer l'asthme comme une maladie banale ? De fait de sa banalité, on va dire que la prise en charge est largement absente ou absolument non adaptée. Et donc on a vraiment besoin de réactualiser l'importance de cette maladie pour qu'elle soit prise en charge de manière adaptée par le corps médical et que les patients soient alertés également pour consulter et ne pas mettre de côté des symptômes qu'ils jugent assez anodins. Justement, quels symptômes peuvent alerter ? Les principaux symptômes associés à la maladie asthmatique, c'est en général un essoufflement en vidant les poumons, expiratoire. Ça peut être associé souvent à une toux chronique. Et la maladie a une caractéristique que n'ont pas les autres pathologies, c'est d'être à recrudescence nocturne. Les patients, clairement, sont réveillés entre 1h et 4h du matin par des symptômes respiratoires que j'ai décrits précédemment. Pourquoi l'asthme est aujourd'hui une maladie sous-estimée en France ? Elle n'est pas assez considérée par le corps médical aussi ? La médecine, c'est compliqué aujourd'hui. En France, on a un déficit médical dans nombreuses régions, en Rhône-Alpes-Auvergne également. Et la médecine générale a énormément de fardeaux à tirer, beaucoup de pathologies. Et l'asthme en est une parmi d'autres. Donc c'est vrai que mon travail à moi, qui suis pneumologue, c'est d'alerter sur ces pathologies-là. Parce que c'est vrai qu'elle n'est probablement pas classée dans le top 10 des maladies les plus ennuyeuses. Mais je pense qu'il faut vraiment qu'elle grimpe pour arriver au-dessus de la pile. Et pourtant, effectivement, l'asthme provoque donc environ 900 décès par an en France. Comment expliquer qu'on meurt encore de l'asthme aujourd'hui en France ? Alors 900 décès par an, c'est beaucoup et pas grand-chose à la fois. C'est beaucoup parce que ce sont 900 patients souvent jeunes. Et ce sont des patients qui, la plupart du temps, n'ont pas de traitement de leur asthme, ou un traitement non adapté, ou un traitement qui est pris de manière très insuffisante. L'asthme donc ne se guérit pas, il se contrôle simplement, il se contrôle même plutôt bien avec les bons traitements. Quelles sont aujourd'hui les principales lacunes dans la prise en charge justement des patients asthmatiques, que ce soit côté corps médical ou côté patient ? Alors côté corps médical, je pense qu'on est débordé par l'afflux de malades possibles, notamment à l'hôpital. C'est vraiment très très important comme demande. Je pense qu'on est également dans une situation où le parcours de soins n'est pas extrêmement bien développé. Il manque vraiment des relais entre la médecine générale, la pharmacie, la pneumologie libérale, la pneumologie hospitalière et puis aussi tous les corps de métiers médicaux qui sont en connexion avec la pathologie asthmatique. Je pense aux ORL, je pense aux urgentistes, par exemple. Aujourd'hui, il y a des écarts de prise en charge en fonction du territoire. Elle est pas homogène, cette prise en charge, sur notre territoire ? Alors c'est vrai que si on regarde Rhône-Alpes-Auvergne, clairement la répartition des pneumologues sur le territoire n'est pas du tout homogène. Il y a vraiment des coins dans le territoire qui sont dépourvus de pneumologues. Moi, je vois des patients à Lyon qui viennent de très très loin. Ils font 2 heures de route pour venir en consultation. C'est vraiment par déficit de pneumologues locaux. Et qu'est-ce qu'on peut faire contre ça ? Ça, c'est une question politique. C'est pas une question que je vais régler ce matin à votre micro. C'est vraiment l'organisation du soin. C'est une discussion avec l'ARS. C'est des discussions à haut niveau. Mais finalement, ce que vous pointez d'ailleurs, ce sont des problèmes structurels finalement. Oui, c'est un problème d'organisation. Mais organisation qui dépend aussi
du nombre de médecins formés chaque année, du numerus clausus, des questions très anciennes. Et donc pour rattraper le retard qui a été mis en place, il va falloir beaucoup de temps. Santé publique France a estimé l'an dernier pour la première fois l'impact de l'exposition à la pollution de l'air ambiant dans la survenue des maladies chroniques, dont l'asthme. On dit souvent qu'en cas de pic de pollution, les asthmatiques ne doivent pas sortir, en tout cas limiter les sorties. 12 à 20% des nouveaux cas de maladies respiratoires chez l'enfant seraient attribuables à une exposition à long terme à la pollution. On a vu la fin des ZFE en ville ici. Dans ce contexte, quel impact ça pourrait avoir sur le développement des maladies respiratoires ? Ça vous inquiète, pour le dire autrement ? La pollution atmosphérique, c'est en parler comme c'est plus un scoop. C'est vraiment une préoccupation de santé publique. Et la pollution atmosphérique, elle est associée à une augmentation très forte de la prévalence des maladies respiratoires, toutes étiologies confondues, l'asthme en particulier. Il y a une augmentation de la mortalité également. On pourrait aussi parler du cancer bronchique, de la BPCO, qui sont des maladies très impactées également par la pollution atmosphérique. Donc c'est vrai que s'en protéger le mieux possible, c'est une très bonne idée. La suppression des ZFE dont vous parliez, c'est une problématique théorique. Il y a des coins qui étaient plutôt épargnés dans les centres de ville, par exemple, qui vont à nouveau être exposés à de fortes concentrations de polluants. On peut imaginer que pour les gens qui y vivent ou les gens qui y passent du temps, qui y travaillent, par exemple, ça a des conséquences sanitaires. Le simple fait de travailler à Lyon dans une zone polluée, par exemple, ça peut suffire à générer des symptômes ? Les journées sont longues et effectivement, quand on respire une atmosphère qui est riche en particules fines ou en dioxyde d'azote ou de soufre ou en ozone, bien évidemment, ça a des conséquences inflammatoires sur la sphère bronchique. Et le soir, quand on rentre chez soi et qu'on a respiré ça toute la journée, eh bien, on est plus sujet à faire une aggravation de sa symptomatologie respiratoire. On va continuer à présenter cette pathologie de l'asthme à l'occasion de la journée mondiale de l'asthme. C'est aujourd'hui avec vous, professeur Gilles Devoissou. Je rappelle que vous êtes chef de service pneumologie des Hospices civils de Lyon à l'hôpital de la Croix-Rousse. Vous êtes coordinateur du réseau Chrysalis qui tire cette sonnette d'alarme. N comme midi, l'invité. Je suis toujours en compagnie du professeur Gilles Devoissou. Vous êtes chef de service pneumologie à l'hôpital de la Croix-Rousse, donc pour les Hospices civils de Lyon. Vous êtes coordinateur du réseau Chrysalis, donc membre de FCRIN, qui tire la sonnette d'alarme en cette journée mondiale de l'asthme. Malgré les avancées majeures ces dernières années, cette maladie chronique reste pour vous sous-estimée, insuffisamment prise en charge. Je vous rappelle, près de 900 décès par an causés par l'asthme sévère. En l'occurrence, qu'est-ce qu'on appelle l'asthme sévère ? Alors l'asthme sévère, je vais parler tout à l'heure du nombre d'asthmatiques en France, c'est plus de 4 millions d'asthmatiques. L'asthme sévère représente 5% de ces asthmatiques. C'est des asthmes pour lesquels une prise en charge optimale est en place. On a recherché tous les facteurs aggravants, on les a pris en compte. Ils ont un traitement de bonne qualité classique qui est en place et utilisé de manière très régulière. Et malgré cette prise en charge, on va dire optimale, ce sont des patients qui conservent un asthme non contrôlé, avec des symptômes la nuit, le jour, des passages aux urgences ou chez leur médecin, des consultations non programmées pour des exacerbations de la maladie, une consommation de traitements de secours pluri-hebdomadaires. Sur tous ces arguments, on peut penser d'un asthme sévère. Quels sont les traitements qui fonctionnent aujourd'hui ? Pour l'asthme sévère en particulier, vous avez évidemment un socle thérapeutique qui est extrêmement bien conduit, qui comporte des corticoïdes inhalés, à posologie moyenne ou forte, des bronchodilatateurs, des patients qui ont un programme vaccinal à jour, grippe, Covid-19, pneumocoque par exemple, et puis qui parfois sont en échec thérapeutique dans cette situation-là et on doit leur ajouter un traitement additionnel. On a de la chance depuis une vingtaine d'années d'avoir à nos dispositions des biothérapies. Les biothérapies, ce sont des anticorps monoclonaux qui vont bloquer l'inflammation et le côté intéressant, c'est qu'on utilise peu ou pas de corticoïdes oraux. C'est quoi le risque des corticoïdes oraux ? Les effets secondaires des corticoïdes oraux sont extrêmement connus. Il s'agit du diabète, de l'ostéoporose, du retard de croissance chez l'enfant, de l'hypertension, de la dermatoporose, la peau qui s'abîme, la cataracte. Il y en a beaucoup. Et c'est vraiment, une fois qu'ils sont installés, on est très démunis. Quel est précisément maintenant le rôle du réseau Chrysalis, dont vous êtes le coordinateur ici, dans la recherche et l'organisation de la prise en charge de l'asthme sévère ? Alors le réseau Chrysalis, c'est un réseau qui existe maintenant depuis une petite dizaine d'années. C'est un réseau de centres experts en France. Ils sont au nombre de 16. Ils sont présents en métropole et dans les territoires ultramarins. Et on a développé également la notion de centre partenaire.
Et on recrute actuellement dans tout le territoire pour mailler un petit peu l'activité asthme sévère, des centres partenaires pneumologues qui sont capables de nous aider et de faciliter la recherche en asthme. Elle en est où, cette recherche, justement, concernant l'asthme et notamment l'asthme sévère ? La recherche, elle s'arrête jamais. Donc, dès qu'on fait un progrès thérapeutique, on a une autre idée pour essayer de faire un petit peu mieux. C'est comme ça que ça progresse, parce que sinon, ça serait catastrophique et très déprimant. Et la recherche, elle se structure. Pour être efficace, il faut absolument que les centres qui participent travaillent main dans la main, d'accord, pour essayer d'inclure les patients en nombre suffisant et pour avoir des résultats. Et ça nécessite une coordination. L'enjeu, c'est aussi de mieux former les professionnels. Qu'est-ce qui leur manque aujourd'hui dans la formation des professionnels de santé ? Comment est-ce qu'on peut mieux les accompagner dans la démarche ? Je crois qu'en médecine générale, ce qui manque, c'est l'accession à la capacité de mesurer la fonction respiratoire. Ça s'appelle la spirométrie. C'est un examen utile pour évaluer les maladies respiratoires chroniques et la pathologie asthmatique en particulier. C'est quelque chose qui a jamais vraiment pris, malgré, on va dire, des campagnes assez nombreuses, contrairement à d'autres techniques qui sont pas forcément plus simples. Je pense à l'électrocardiogramme, par exemple. Vraiment, pour la mesure du souffle, on n'y est pas encore. Alors que ça pourrait se faire, ça pourrait se dépister, en tout cas en première attention chez le généraliste. Ça pourrait se dépister et je pense même que la mesure du souffle est un examen qui est remboursé par la sécurité sociale. Comment éviter justement de développer un asthme ou d'aggraver la maladie quand on a un asthme, j'allais dire classique ? Comment éviter qu'il dégénère sur un asthme sévère ? Vous avez parlé de facteurs aggravants notamment tout à l'heure, est-ce qu'on peut revenir là-dessus ? Alors les facteurs aggravants, ils sont susceptibles d'aggraver tout type d'asthme, des asthmes légers ou des asthmes sévères. Les conséquences, évidemment, elles sont pas tout à fait les mêmes si on a un asthme léger ou un asthme sévère. Ces facteurs aggravants, ils sont extrêmement nombreux et le travail du professionnel de santé, du pneumologue en particulier, c'est d'absolument aller les chercher de manière exhaustive, complète, pour pas passer à côté de certains d'entre eux. Les principaux sont par exemple des facteurs environnementaux. Au domicile. Est-ce qu'au domicile, il y a des facteurs antigéniques, le chat, le chien, les acariens, les poussières, des animaux domestiques exotiques, des facteurs professionnels, évidemment. Si vous travaillez dans la coiffure, par exemple, si vous travaillez dans la restauration, si vous travaillez dans les soins, vous êtes exposé à des sources d'aggravants respiratoires. Si vous êtes dans une situation de surpoids, d'obésité, on sait que ça peut aggraver l'asthme. Si vous avez une pathologie ORL nasocinusienne de type rhinite ou polypose nasocinusienne, ce sont des choses qui aggravent l'asthme. L'apnée du sommeil peut aggraver l'asthme. Le tabagisme, évidemment, le tabagisme passif, ce sont des choses extrêmement importantes. Il y en a beaucoup d'autres, mais je vous ai cité, je pense, des principales. C'est compliqué quand on est médecin de faire le tour de tout ça et de s'assurer que les patients ne sont pas soumis à ce genre de facteurs. C'est compliqué et même quand on le voit, c'est pas toujours facile à prendre en charge. Si vous avez un patient asthmatique qui est en surpoids ou obèse ou qui a un tabagisme depuis des dizaines d'années et ou un syndrome anxio-dépressif qui est un facteur aggravant classique, pour les sortir de là, ça demande du temps. Il faut pas croire qu'on peut régler le problème en 2-3 consultations. C'est une prise en charge chronique avec l'aide d'autres partenaires médicaux, l'endocrinologue, l'addictologue, le psychiatre, le psychologue. Ce sont des partenaires importants pour la prise en charge. Et c'est là où entre en jeu la coordination dont vous parliez entre la ville, l'hôpital, les médecins. Où ça demande tout un parcours de soins qui aujourd'hui parfois est un peu compliqué. C'est l'organisation des soins qui est compliquée. À l'hôpital de la Croix-Rousse, on a mis en place une unité qui s'appelle Sierra. C'est une unité qui est spécialisée dans la prise en charge de l'asthme mal contrôlé, de l'asthme sévère, dans lequel on essaye de mettre en relation le patient avec ses différents partenaires de santé. Et ça permet, je pense, d'être un peu plus efficace dans la prise en charge de l'asthme et dans les résultats qu'on peut obtenir. Et l'INSERM estime que 60 à 70% des asthmatiques ne contrôlent pas leur maladie. Quels sont les conseils que vous pourriez donner aux asthmatiques qui nous écoutent ? Comment mieux contrôler son asthme, les erreurs fréquentes peut-être à éviter ou les idées reçues qui sont aujourd'hui des freins ? Alors c'est un vrai sujet, c'est comment le patient peut par lui-même, on va dire, faire quelque chose pour améliorer sa santé respiratoire dans le cadre d'un asthme. La première chose, c'est de connaître son ordonnance et de la suivre à la lettre. C'est-à-dire que les médicaments qui sont prescrits, il faut les prendre, si c'est écrit matin et soir, c'est matin et soir, c'est pas de temps en temps. Quand il y a des alertes sur des symptômes plus marqués, c'est contacter son médecin pour lui dire, là, il y a quelque chose qui se passe, je vais moins bien.
Est-ce que vous pouvez me recevoir? Est-ce que si le médecin est en un souci, il peut prendre en contact avec le pneumologue? C'est de suivre les recommandations en termes de vaccination, hein. C'est un vrai défi, hein, les vaccinations grippe, Covid, etc. Malheureusement, c'est très utile. Arrêter le tabagisme ou suivre les conseils pour se donner toutes les capacités de l'arrêter, c'est extrêmement important aussi. C'est des choses de base, mais capitales. Et justement, cette journée mondiale de l'asthme, quel message vous aimeriez faire passer aujourd'hui aux patients et puis peut-être pas forcément aussi à leurs proches, à tous ceux qui nous écoutent? Le message aux patients, c'est consultez vos médecins, suivez leurs conseils, utilisez vos traitements inhalés sur une base très régulière. Ce sont quand même des médicaments qui sont capables de régler ou de contrôler plus de 90% des asthmes, d'accord, avec des techniques simples et relativement peu coûteuses. Et puis pour la famille, c'est ne sous-estimez pas l'asthme de vos proches. Hein, c'est une maladie qui nécessite une prise en charge médicale, parfois plus lourde qu'on peut le penser, et qui a, comme vous l'avez dit en introduction, c'est pas pour faire peur aux gens, mais il y a 900 patients qui meurent par an en France. Donc c'est pas une maladie à prendre à la légère.